La cuisine, c'est par là. Dans l'arrière-cuisine de Science. Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre ou l'inverse ? Lorsqu'on pose cette question, si vous avez déjà eu quelques curiosités envers l'histoire des sciences, les deux premiers noms qui pourraient vous revenir en mémoire sont ceux de Galilée et de Ptolémée. Le premier est un savant florentin du XVIIe siècle, qui fut le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Il est célèbre pour avoir été condamné en 1633 par l'Inquisition à l'assignation à résidence à perpétuité, pour avoir défendu l'hypothèse héliocentrique. C'est-à-dire que le Soleil est immobile au centre du monde. Aujourd'hui, on dirait univers. Et que son mouvement apparent dans le ciel s'explique en fait par la rotation de la Terre sur elle-même en une journée et autour du Soleil en une année. En affirmant ça, Galilée s'opposait à l'opinion de l'astronome et mathématicien Ptolémée. Ce dernier vivait au IIe siècle à Alexandrie, alors capitale culturelle du monde grec. Ptolémée, c'était la référence de toute l'astronomie antique puis médiévale. Et il défendait donc l'hypothèse géocentrique. Pour lui, la Terre était immobile, au centre du monde, et le Soleil tournait autour en une journée. Vu du XXIe siècle, Galilée passe pour le héros de la science moderne, celui qui ne se contente pas de croire aux simples apparences, mais qui interroge la nature au moyen d'expériences quantifiables pour en tirer des conclusions irréfutables. Même si le prix à payer est de conclure à l'impensable, comme le fait qu'une masse aussi énorme que la Terre soit en rotation à une vitesse vertigineuse, sans que qui que ce soit à sa surface ne s'en aperçoive. L'image du système de Ptolémée en comparaison avec notre trublion italien est souvent celle d'une accumulation d'hypothèses mathématiques improbables pour conserver à tout prix la Terre au centre du monde. Pour rendre compte des mouvements apparents du Soleil et des planètes au cours de l'année, Ptolémée utilisait en effet des combinaisons de cercles, considérées comme symboles de perfection. Ainsi, les planètes tournaient autour d'un cercle dont le centre était lui-même en rotation autour de la Terre. Ce qu'on a appelé les épicycles, c'est-à-dire des cercles sur des cercles. Bon, je commence à donner des mots de tête aux auditeurs qui craignent un peu les maths. Eh bien, la précision croissante des observations aidant, les astronomes du Moyen-Âge qui utilisaient le système de Ptolémée en furent même venus à imaginer des épicycles d'épicycles, la planète décrivant un cercle autour d'un centre, lui-même en rotation autour d'un centre, lui-même en rotation autour de la Terre. Bref, de quoi donner le tournis, on est d'accord. À côté de ça, l'image des ellipses régulières, parcourues sans autre fioriture par les planètes autour du Soleil, dans le système héliocentrique d'aujourd'hui, nous rassure un peu. Au point que l'expression « rajouter des épicycles » est devenue une boutade de certains scientifiques, moquant les bidouillages de leurs collègues pour que leur théorie favorite produise les résultats escomptés, même s'il faut pour ça qu'elle devienne un peu indigeste. Voilà peu ou prou l'image qu'un physicien moyennement versé dans l'histoire des sciences aura aujourd'hui de cette question. D'un côté, le dogme religieux du géocentrisme, de l'autre, l'évidence expérimentale qui s'impose malgré les apparences superficielles. Mais en ouvrant les textes qu'ont réellement écrits Ptolémée et Galilée, on trouve une réalité bien différente. Le scientifique lisant pour la première fois Ptolémée est souvent surpris de voir à quel point le savant alexandrin discute de façon très serrée l'hypothèse de l'immobilité de la Terre. Son premier argument, à la fois rationnel et issu de l'expérience, est celui de la symétrie apparente de l'univers qui nous entoure. La voûte céleste semble tourner immuablement à une distance équivalente de nous. Dans quelque direction qu'on tourne le regard, on semble voir les mêmes mouvements. Or, si la Terre tournait autour du Soleil, les mouvements des étoiles nous sembleraient comme déformés dans une direction particulière par un effet de perspective. De la même manière, on observe une symétrie dans la chute des corps sur Terre. Si la Terre est ronde, ce que les Grecs anciens ne discutent plus bien avant Ptolémée, alors la chute d'un objet lourd à la verticale n'est en fait qu'une chute vers le centre de la Terre. Aujourd'hui, nous savons que le même phénomène se produit autour de n'importe quel astre, et on appelle ça gravitation. Mais sans cela, Ptolémée conclut logiquement que, quelle que soit la cause de ces différents mouvements, ils sont clairement tous centrés sur la Terre. Autrement dit, la Terre ne peut être qu'au centre du monde. Mais il ne s'arrête pas là, et il discute ensuite l'hypothèse d'une Terre, au centre du monde certes, mais en rotation sur elle-même, face à un Soleil immobile au cours de la journée. Loin de trouver cette idée absurde, il reconnaît qu'une telle situation rendrait parfaitement compte des mouvements quotidiens des étoiles ou du Soleil. Soit tout ce beau monde tourne autour de la Terre, soit la Terre tourne sur elle-même, et l'astronomie ne peut pas nous dire quelle est la meilleure hypothèse. Il avance alors des arguments physiques sur le mouvement des objets ici-bas, sur le plancher des vaches. Par exemple, si la Terre est en rotation à très grande vitesse d'ouest en est, pourquoi un caillou lancé à la verticale ne retomberait-il pas à l'ouest de l'endroit où il a été lancé ? Loin de mépriser l'expérience au nom de dogmes immuables, ou de s'arrêter aux premières apparences naïves, l'opinion de Ptolémée était donc probablement la plus raisonnable au vu des moyens techniques de l'époque.
Lorsque Galilée rouvre le débat 1400 ans plus tard, les termes du problème n'ont pas changé. Du point de vue astronomique, si le mouvement des étoiles semble symétrique, ce n'est pas parce que la Terre est au centre du monde, répond Galilée. C'est tout simplement parce que le monde est trop grand pour rendre la déformation observable. Bon, aujourd'hui vous n'aurez aucun mal à le croire, mais avouez qu'à l'époque, cette réponse peut passer pour un tour de passe-passe. Et le fait est qu'il a fallu attendre encore 2 siècles pour observer cet effet de la rotation autour du Soleil. Autrement dit, d'un point de vue évidence empirique, c'est pas trop ça. Comment répond-il ensuite aux objections physiques sur les objets lancés en l'air ? Eh bien, il va changer la définition même du mouvement. Plutôt que de chercher à expliquer pourquoi tel objet est en mouvement, Galilée avance que c'est la modification du mouvement qui compte. Autrement dit, l'accélération ou la décélération. Donc tant que la Terre tourne à vitesse constante sur elle-même, nous pouvons tous très bien tourner avec elle, nous comme nos cailloux lancés en l'air. Tant que rien ne freine ou ne pousse dans une direction particulière, tout ce beau monde continuera à tourner sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on a baptisé par la suite inertie. Sauf qu'à l'inverse de l'histoire de la symétrie du mouvement des étoiles, ici Ptolémée n'avait pas totalement tort et Galilée pas totalement raison. Effectivement, en lançant un caillou vraiment haut, il ne retombera pas là où il a été lancé, contrairement à ce que pensait Galilée. Seulement l'effet de la rotation de la Terre est si faible, de par sa taille, qu'il est très difficile de l'observer. La seule évidence empirique que Galilée pensait avoir trouvée pour prouver positivement la rotation de la Terre était sa théorie des marées. Manque de bol, elle fut rapidement écartée par les savants. En fin de compte, si d'un point de vue moderne Galilée avait raison, on aurait tort de discréditer ses prédécesseurs comme non scientifiques. Et surtout, on ne comprendrait pas quel put être le véritable apport de Galilée à la science moderne.